Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la campagne d'Antour, qui comprend une série de rencontres entre les Portugais et le royaume de Kandy en 1594. Il est considéré comme un tournant dans la résistance indigène à l'expansion portugaise. Pour la première fois au Sri Lanka, une armée portugaise part à la conquête totale de l'île. Une armée portugaise forte de 20 000 hommes, dirigée par le gouverneur Don Pedro Lopes de Sousa, qui envahit Kandy le 5 juillet 1594. Vous voulez en savoir plus sur la campagne au Sri Lanka? Venez avec moi. Au moment de la mort du roi Maya Dun en 1581, son royaume de Sitawaka contrôlait presque toute la basse terre sri-lankaise, à l'exception d'un étroit tronçon de territoire le long de la côte ouest, qui était dirigé par le roi Don Juan Dharmapala, sous la protection des Portugais. Après la mort de Maya Dun, son fils a succédé au trône sous le nom de Rajasingha Ier, qui se tourne vers le royaume de Kandy. Le roi Kandian, avec sa reine, son fils, sa fille, enfoncée, Kuzumadzana Devi et son neveu, Yamasinghe Bandara, s'enfuit à Trincomalee sous la protection des Portugais. La campagne a été orchestrée par Don Francisco da Silva, capitaine du fort de Colombo. Son plan initial était d'entrer à Kandy avec une force expéditionnaire afin d'établir la princesse Dona Catarina, alors âgée de 10 ou 11 ans, sur le trône de Kandy One, afin de mettre en place une monarchie sous domination portugaise. Une fois Kandy obtenue, on s'attendait à ce qu'elle domine le royaume comme vassal du roi de Portugal, Philippe Ier. Pedro Lopes de Sousa, un fidalgo très respecté de Trancoso, a fait escale à Colombo pour se rendre à Goa depuis Malacca afin de ramasser les provisions et l'eau douce. Don Francisco da Silva le reçut bien au fort, mais reçut avec désinvolture son plan d'invasion. Silva a également exprimé le désir de diriger l'expédition, citant sa longue expérience de combat à Ceylan. Il demande en outre à Sousa de poursuivre la route vers Goa afin d'obtenir des troupes supplémentaires et d'autres ressources pour l'expédition. Sousa atteint Goa en quelques jours et comme promis, il soumet le plan au Conseil d'État. Ce dernier a reçu la proposition avec enthousiasme et a approuvé son exécution. Ils ont pris 3 décisions qui devaient avoir un impact crucial sur le résultat final. Tout d'abord, au lieu de nommer Francisco da Silva ou Pedro Homem Pereira, capitaine-major de Ceylan, portugais, qui étaient tous deux des vétérans en guerre, le conseil a confié la direction de l'expédition à Sousa. Réticent à accepter la tâche, Sousa fait 2 demandes. Qu'on lui donne la main de Dona Catarina en mariage. Le conseil a fait droit à ces 2 demandes à condition que le mariage soit reporté jusqu'à ce que le royaume de Kandy soit complètement assujetti. Ils ont en outre accordé à Sousa le titre de général conquistador, la première jamais créée à Ceylan, le titre administratif de gouverneur et le rang de chef de file de capitaine général. Avant la fin du mois d'avril 1594, un navire part de Goa avec des munitions et des provisions, mais le navire a été coulé par une tempête dans le port de Colombo. Les Portugais ont réussi à décharger les munitions, mais les autres provisions ont été perdues, ce qui les a laissés avec de faibles réserves d'approvisionnement au moment de la campagne militaire. Les accusations ont ensuite été portées contre Mathias de Albuquerque, vice-roi des Indes, 1591-1597. Pour négligence et manque de soutien à l'expédition. Une flotte de 18 navires ont suivi le navire de ravitaillement transportant Sousa avec 600 soldats portugais. Au moment où Sousa atteint Colombo, le capitaine Francisco da Silva était parti pour Manara pour commander la garnison. Sousa réussit à rassembler une force de 800 soldats portugais, y compris les troupes amenées de Goa et une centaine de soldats obtenus de la garnison de Sitawaka. Pendant ce temps, Jaya Vira Bandara Mundali arrive à Colombo après ses campagnes du sud avec une force de 9000 hommes et offre son aide. Contre l'avis des soldats vétérans, Sousa se décide de poursuivre son expédition immédiatement en ignorant les faibles réserves d'approvisionnement et la prochaine saison des moussons. Silva a rassemblé une force de 200 Portugais, 400 Lascarins afin de rejoindre l'armée de Sousa. Alors qu'il était sur le point de partir, le bâton de bambou
du palaquin royal de Donna Caterina cède. La princesse considérait que c'était un mauvais présage. Francisco da Silva l'a clamé, et après avoir réparé le palaquin, ils sont partis vers la frontière de Candiawan, retardés de 8 jours. En juin 1594, les Portugais et les Lascarins marchent de Sitahuaca, mais les pluies des moussons les ont retardés pendant 14 jours. Puis ils sont avancés vers Galbo da Gama. Le prince des 7 Corrales, non engagé jusqu'à présent, est devenu chrétien et a déclaré son allégeance au Portugal. L'armée campe à proximité du col de Balana. Le 5 juillet 1594, le capitaine général Pedro Lopes de Sousa commence l'invasion de Candie avec la bataille du col de Balana. Une force combinée de Portugais et de Lascarins monte à l'assaut, enseignant une forte résistance au premier niveau de fortification après de violents combats. Les Portugais ont pris d'assaut les Trapades, Pinheiro, Fernandes, 15 autres soldats portugais et de nombreux Lascarins sont tués dans cette bataille. Après avoir obtenu les fortifications, les Portugais ont poursuivi leur ascension du col. À leur grande surprise, les forces de Candie ont commencé à se retirer rapidement, même en abandonnant des positions facilement défendables. Les vétérans étaient inquiets, mais Sousa a vu la retraite comme une preuve de faiblesse et a poussé l'assaut. L'avant-garde portugaise monte le col de Balana. Bien qu'il soit séparé du corps principal de l'armée, il continue d'avancer et entre bientôt dans une zone de terre relativement plate, appelée la plateforme de Dantour. À la tombée de la nuit, ils avaient atteint Ganurua, où ils passent la nuit sur la rive ouest de la rivière Marveli, qui se sont séparés de l'armée principale à cause de son lent train de bagages. Le lendemain, le corps principal entre à Candie sans rencontrer aucune résistance pour trouver le palais royal abandonné et partiellement incendié. Le roi s'était retiré à Velassa avec ses partisans. Sousa organise rapidement un groupe de raids composé d'une centaine de soldats portugais sous Francisco da Silva et d'un grand nombre de Lascarins. Il les envoie à Velassa et Uva afin de capturer le roi. Pendant ce temps, Donna Catarina entre à Candie dans une grande procession. Le capitaine général Sousa, accompagné des princes et chefs candiens, l'accueille aux portes de la ville et l'escorte dans le palais. Les pièces d'or et d'argent étaient éparpillées dans les rues pour que les habitants se rassemblent. Après 3 jours, elle est couronnée impératrice de Candie lors d'une grande célébration à laquelle ont assisté de nombreuses personnes de la campagne, y compris des princes et des nobles locaux. Les hommes du roi ont utilisé les festivités comme couverture pour infiltrer Candie dans la nuit. Déguisés en mendiants, ils mettent le feu à divers endroits autour de la ville. Dès qu'un incendie a été éteint, les Portugais ont trouvé un autre en place, en flammes, dans une direction complètement différente. Les incendies ont duré toute la nuit, alors que les Portugais tentaient sans succès pour appréhender les infiltrés. Craignant une rébellion, Sousa décide de garder l'impératrice Donna Catarina prisonnière. Les Candiens n'ont pas été autorisés à lui rendre visite et ont été invités à rencontrer des responsables portugais pour des affaires d'État. Les actes d'anarchie et de harcèlement des civils par les soldats portugais compliquent encore les choses et mettent à rude épreuve la relation entre Candiens et Portugais. Bientôt, le meurtre du roi orchestré par les Portugais fait ses conséquences. De nombreux Lascarins se sont enfuis dans la panique avec les autres mercenaires. Le matin du lendemain, la plupart des Lascarins, à l'exception de ceux de Colombo et de Manar, avaient déserté. Le moral était faible dans le camp portugais car la gravité de la situation est apparue. Même les capitaines qui avaient exigé la mort de Jayarafira ont maintenant été blâmés par Sousa de ne pas l'avoir saisi pour son retour à Colombo. S'ajoutant à leurs problèmes, les Portugais sont à court de provisions. Comme tout Candie était maintenant en rébellion, personne n'était prêt à venir en aide aux Lusitaniens. Même s'ils parvenaient à faire passer un message à Colombo, ils ne pouvaient pas s'attendre à être réapprovisionnés dans ce quartier. Pedro Homem Pereira n'avait pas assez de soldats pour escorter une caravane. Goa était trop loin. Avec les fournitures présentes, les Portugais ne pouvaient pas s'attendre à tenir Candie jusqu'à l'arrivée de l'aide. Afin de conserver le contenu restant des Lascarins, Sousa les paye sur place et encore après quelques jours, le 4 octobre 1594.
Mais après avoir reçu ce paiement, tous, sauf 300, ont déserté, incapables de tenir Kandy avec ses forces restantes. Le capitaine général a décidé de retourner à Balana, espérant le maintenir jusqu'à ce que le renforcement arrive de Colombo ou de Goa. À l'aube du 8 octobre, après avoir reçu les sacrements de la confession et de la communion, les 368 Portugais restants, avec quelques lascarins, se forment en 3 colonnes. Don Gasto Coutinho mène la première colonne en tant qu'avant-garde. Avec la deuxième colonne, l'impératrice Dona Catarina est montée sur un éléphant et le petit-fils du capitaine général Diogo Lopes de Souza. L'arrière-garde étant dirigée par Pedro Lopes de Souza lui-même. Le capitaine général a prononcé un discours pour remonter le moral de ces hommes en faisant appel à leur loyauté et à leur honneur. Puis après avoir vénéré le crucifix tenu par le prêtre jésuite, ils ont commencé leur marche vers Balana. L'armée du roi comptait maintenant entre 10 et 20 000 hommes. Il envoyait un petit corps d'hommes pour abattre des arbres afin de bloquer le chemin étroit et sinueux jusqu'à Balana. Il envoie ensuite une armée occuper Balana et coupe la retraite portugaise. À 7 heures du matin, les Kandiens apparurent, couvrant les pentes qui bordent le tractus de la denture. Ils ont attendu que les Portugais soient à portée de feu, des mousquets, des flèches et des canons de taille moyenne. Le poids de l'attaque est tombé sur l'avant-garde. Son commandant Don Gasto Coutinho et plusieurs capitaines dont Simon Pereira et Francisco de Brito sont tués. La forêt a dissimulé les Kandiens qui ont pu faire des victimes tout en restant largement invisibles. Les Portugais décident donc de charger l'ennemi devant eux afin de dégager un chemin. Cette charge a été couronnée de succès et les Kandiens ont été chassés, ce qui a permis aux colonnes de reprendre leur retraite. Les Portugais ont plusieurs reprises repoussé les attaques en chargeant et en dispersant l'ennemi. Bien que lente et coûteuse en termes de pertes, cette tactique permet aux Portugais de se replier à mi-chemin de Balana. Les colonnes portugaises sont progressivement désorganisées. Les Kandiens ont concentré leurs attaques sur la colonne du milieu. Après de violents combats, ils ont été repoussés, mais cela a pris un certain temps au cours duquel la colonne du milieu a été séparée de l'avant-garde, qui poursuivait la bataille. Dans la confusion, les éléphants transportant Dona Catarina et d'autres objets de valeur, y compris les réserves de munitions, ont quitté la colonne et ont erré dans la forêt. Pendant ce temps, l'avant-garde tombe dans un champ marécageux où les Kandiens les encerclent et les submergent. Avec la destruction des 2 premières colonnes, seule l'arrière-garde sous Pedro Lopes de Souza est restée une force combattante efficace. En quittant le chemin pour éviter le marais, le capitaine général avance sur une pente et occupe une colline où les Portugais ont pris position. Les réserves de munitions ayant été perdues avec les éléphants, ils sont rapidement à court de poudre, mais ils ont continué à se battre avec des lances jusqu'à la tombée de la nuit. Il ne reste plus que 93 Portugais, et presque tous sont blessés. Souza lui-même a subi 2 blessures critiques et 6 blessures mineures. Ils se battent sans nourriture depuis le matin du 7. Épuisés, démoralisés, ils se rendent aux Kandiens dans la matinée du 9 octobre 1594. Pendant ce temps, les hommes croisent l'éléphant portant l'impératrice Dona Catarina. Elle et le petit-fils du capitaine général ont été amenés au roi, qui leur a accordé une protection. Même le capitaine général ou les aumôniers militaires n'ont pas été épargnés. À la demande de Dona Catarina, le capitaine général blessé a été soigné et bien traité par le roi. Mais 3 jours plus tard, il a succombé à ses blessures, après avoir confié son petit-fils au roi. Diogo Lopes est renvoyé à Colombo 3 ans plus tard en exécution de la promesse du roi. En plus des soldats, 6 prêtres franciscains sont morts dans la bataille. On sait que seuls 3 soldats se sont échappés de la bataille de Dentour. Juste avant la bataille, Kandy était un état politiquement instable dirigé par un usurpateur avec une puissance militaire insignifiante. Après la bataille, avec son mariage avec Dona Catarina, la revendication du roi sur le trône est assurée et marque le début d'une nouvelle dynastie. Comme on l'a vu, après 3 mois gravement appauvris par la guérilla et les désertions en masse, ce qui reste de l'armée portugaise est anéanti à Dentour. Après cette victoire, le royaume de Kandy émerge comme une puissance militaire majeure. Il doit conserver son indépendance contre les armées portugaises, néerlandaises et britanniques jusqu'en 1815. Malgré la victoire, seule la section mobile de l'armée portugaise à Ceylan est annihilée, tandis que leur bastion reste intact.
À l'avenir, les Portugais renouvelleront leur offensive contre Candie sous les forces réorganisées du capitaine général Don Geronimo de Acevedo, dévastant Candie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.